Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Flashback Rétro. Aujourd'hui, après Louis de Funès, nous allons également avoir le plaisir de nous pencher sur la carrière d'un autre acteur. Un grand acteur? Un immense acteur? Mais c'est pour un musée national, bon Dieu! Mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ni ça ni autre chose, j'ai horreur des pouces mégots. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur la carrière du grand patron du cinéma français, Monsieur Jean Gabin. On y va? On y va. Silence, moteur, Flashback Rétro. Jean Gabin Alexis Moncorgé voit le jour le 17 mai 1904 à Paris, au 23 du boulevard Rochechouart. Son père est tenancier de café et il est également chanteur d'opérette. Sa mère est chanteuse fantaisiste alors qu'elle était de formation plumassière dans le quartier du Sentier. Jean Gabin poursuit une scolarité où il obtient en premier lieu un certificat d'études primaires. Il passe une enfance très heureuse à la campagne où il est élevé par sa sœur, plus précisément à Mériel. Durant toute sa vie, il gardera une très grande tendresse pour la campagne, à tel point qu'il voudra devenir un agriculteur sans jamais réellement y parvenir. Après avoir obtenu un premier certificat d'études primaires mais étant peu doué pour les études, il renonce à entrer au lycée Janson de Sailly. Il enchaîne les petits boulots. Son grand-père étant conducteur de locomotive, il rêve également de le devenir. Mais son père l'en dissuade et le fait entrer dans le music hall où il est le protégé du directeur de l'époque des Folies Bergères. Après avoir fait quelques figurations, il devient chanteur d'opérette et de music hall. Et il rencontre sa première femme, Gaby Basset, qu'il épouse en 1925. C'est précisément en 1930, après avoir enchaîné quelques disques et une tournée en Amérique du Sud qui s'avérera désastreuse, qu'il commence une carrière au cinéma dans un premier film qui s'appelle Chacun sa chance. Il tourne aux côtés de Gaby Basset et Jean Sablon. Et c'est là qu'il enchaîne plusieurs autres films, comme La Belle Marinière, Les Gaîtés de l'Escadron ou Gloria. Il rencontre par la suite le réalisateur Julien Duvivier, avec lequel il tourne La Belle Équipe, dans lequel on l'entend chantonner la célèbre chanson Au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Il tournera également sous sa direction Pépé le Moco. Il est par la suite engagé par le réalisateur Jean Renoir pour tourner dans les bas-fonds aux côtés de Louis Jouvet. Jean Renoir le fera également tourner dans un de ses rôles les plus célèbres, La Grande Illusion, aux côtés de Pierre Freinet et d'Éric von Stroheim en 1936. Jean Renoir affirmera d'ailleurs que ce fut l'un de ses films les plus compliqués à tourner tant le budget était élevé, et Jean Gabin participera au financement de ce film. Le succès de La Grande Illusion est à la fois public et critique. Malheureusement, le film sera interdit par la propagande nazie par l'intermédiaire de Joseph Goebbels qui verra en ce film l'ennemi cinématographique numéro 1. Comme un rêve qui le rattrape, Jean Gabin se voit proposer dans le film La Bête humaine de Jean Renoir, adapté de la célèbre œuvre d'Émile Zola, un rôle de conducteur de locomotive. Malheureusement, ce conducteur de locomotive est en proie à une folie meurtrière qu'il ne sait pas du tout contrôler. L'année suivante, Marcel Carné le fait tourner dans le célèbre film Le Quai des Brumes, aux côtés de Michel Morgan, Pierre Brasseur et Michel Simon. C'est dans ce film qu'il prononce la célèbre réplique « T'as de beaux yeux, tu sais. T'as de beaux yeux, tu sais. » En 1939, il retrouve Marcel Carné une seconde fois pour Le Jour se lève. Je peux me mettre curieuse, moi? Qu'est-ce que vous attendez? Ah, vous attendez que je saute? Un assassin reste intéressant, un assassin! Et c'est là qu'il tournera pour la première fois avec l'un des acteurs qui deviendra son fidèle complice tout au long de sa carrière, Bernard Blier. C'est à la déclaration de la guerre que Jean Gabin, refusant de tourner pour les Allemands, il s'envole pour les États-Unis où il retrouvera notamment Jean Renoir et Charles Boyer. Il vivra une histoire passionnée avec l'Ange Bleu, Marlène Dietrich. Les contrats ne s'accumulant hélas pas, ajoutés au mal du pays, Jean Gabin rentre en France où il s'engage dans les forces françaises libres. Il deviendra d'ailleurs l'un des compagnons de la Libération et sera dans les blindés du maréchal Leclerc. Les premières années d'après-guerre ne sont malheureusement pas fluctuantes pour Jean Gabin. Il a du mal à trouver quelques contrats, notamment à cause de la blancheur de ses cheveux alors qu'il n'a que 41 ans. Toutefois, il triomphe dans la pièce La Soif d'Henri Bernstein et retrouve le succès au cinéma avec La Marie du Port et connaît une consécration exceptionnelle pour son rôle dans La Nuit est mon royaume. Il obtient la Coupe Volpi pour son interprétation d'un mécanicien aveugle. C'est en 1952 qu'il acquiert le domaine de la Pichonnière en Normandie où il installe sa famille dans la maison de la Moncorgerie. Cette grande volonté pour lui de devenir un agriculteur ne verra hélas jamais
jamais le jour. Certains agriculteurs se révolteront contre lui et le forceront à vendre ses domaines agricoles qu'il finira par louer. Il aurait toujours voulu être un agriculteur, malheureusement ce ne sera pas le cas et c'est une blessure qui le marquera à vie. Dans le même temps, il tourne La vérité sur Bébé Donge aux côtés de Daniel Darieux et retrouvera une ultime fois Michel Morgan pour La minute de vérité. Mais c'est en 1954 que la carrière de Jean Gabin va véritablement renaître. Jacques Becker vient lui proposer le scénario adapté du film d'Albert Simonin, Touchez pas au Grisby. C'est ce soir, quand on était au Mystifik, je t'ai laissé un moment pour aller parler à Lola. Ah, tu sais que j'ai vu dans sa loge Josie avec M. Angelo qui suit les pâtes en maison, tu peux me croire. C'est la renaissance pour Jean Gabin, mais c'est surtout une consécration, car le succès sera au rendez-vous et c'est le début d'une longue collaboration avec un acteur arrivant qui tournera là son premier film, Lino Ventura. Il y aura également son complice de toujours, Paul Franqueur et Jeanne Moreau. Touchez pas au Grisby est un polar typique de ces années-là. Le succès est au rendez-vous et Jean Gabin recommence à tourner de nombreux films. Il enchaîne notamment avec Razzia sur la chenoute d'Henri Decoing, avec Le cas du docteur Laurent de Jean-Paul Le Chanois et également avec Les Misérables du même réalisateur où il interprète le rôle du célèbre bagnard Jean Valjean dans un scénario signé René Barjavel. Même si l'esprit hugolien est beaucoup plus respecté, la trame romanesque laisse place à quelques libertés. Et un autre personnage romanesque va venir combler la carrière de Jean Gabin. C'est en 1958 qu'il interprète pour la première fois le rôle du célèbre commissaire Jules Maigret. Ils sont beaux les derniers Saint-Fiacre. Ils sont frais. Un ivrogne un peu escroc et une fille bigote qui s'en fait des gigolos. Il l'interprétera à 3 reprises. Maigret tend un piège, Maigret l'affaire Saint-Fiacre et Maigret voix rouge. Tous les 3 scénarisés et dialogués par Michel Audiard. C'est sur le film Gasoil qu'il rencontre les célèbres dialoguistes et c'est entre eux le début d'une très longue collaboration. Il y aura notamment le Rouge et Mis, Archimède le Clochard et le Baron de l'Écluse. Juste après l'adaptation du roman de Maurice Druon, Les Grandes Familles, de Denis de la Patelière, où il retrouve Pierre Brasseur et notamment Jean de Sailly, avec qui il avait tourné dans Maigret tend un piège. Jusqu'à présent, tu pouvais te permettre des écarts de langage, tu étais riche. Mais maintenant, il va falloir apprendre à être poli. Jean Gabin retrouve Bernard Blier, Michel Audiard, Gilles Granger, Antoine Balpétré et Françoise Rosé pour tourner l'une des comédies les plus brillantes, Le Cave se rebiffe. Dans cette comédie, les dialogues fusent, les réparties se font à presque chaque séquence. C'est l'un des meilleurs dialogues signé Michel Audiard. En admettant qu'on soit 5 sur l'affaire, ça rapporterait net combien à chacun? 20 ans de placard, les bénéfices ça se divise, la réclusion ça s'additionne. Le faux albin, messieurs, est un travail qui se fait dans le feutré. Je t'envoie un mec cette semaine. À quoi que je le reconnaîtrais? Un beau brun, avec des petites bacantes, grand, l'air con. Ça court les rues, les grands cons. Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Il serait assez. Le film remporte un succès foudroyant et Jean Gabin confirme son statut de star. Mais c'est l'année suivante, en 1962, que Jean Gabin va tourner l'un des rôles les plus importants de sa vie. Après avoir refusé de tourner dans le sujet de Roger Vercel au large de l'Éden, François Boyer et Michel Audiard viennent lui proposer ce roman d'Antoine Blondin, Un singe en hiver, que portera à l'écran Henri Verneuil. Il tournera dans ce film pour la seule et unique fois de sa carrière avec une étoile montante qui lui aussi aura l'une des plus brillantes carrières du cinéma français, Jean-Paul Belmondo. Cette histoire d'alcoolique repenti à la vie épique, se souvenant de ses années passées en Chine durant son service militaire, à la rencontre d'un homme qui lui noie son chagrin dans l'alcool étant dominé par la passion de l'Espagne, la rencontre cinématographique de Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo fera des étincelles. Albert, ils me font mal aux yeux, tirons-nous. T'as raison, va. On n'a rien à foutre chez les Français moyens. On n'appartient pas au même bataillon. Et les Calvins, qui c'est qui va les payer? Adressez-vous à l'intendance. Nous, on paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus. On méprise. Le film est tourné à Villerville en Normandie où aujourd'hui encore existe un comité des fans officiels du Singe en hiver. Le film est un énorme succès public et Antoine Blondin dira à propos du film une phrase restée célèbre: « Mon livre a trahi le film ». Et ce n'est qu'un coup de semonce. Fier d'une collaboration avec Jacques Barre, avec lequel il a notamment produit le film Le Président, adapté d'un roman de Georges Simenon, il se retrouve pour une ultime fois pour le film Mélodie en sous-sol, un autre film dialogué par Michel Audiard et inspiré d'un roman Série Noire, dans lequel il donnera la réplique à une autre étoile montante du cinéma français qui a déjà fait ses preuves avec Visconti et René Clément, Alain Delon. Un jour c'est nous que tu tueras, ton père et moi, de chagrin. Bah comme ça on trouvera pas l'arme du crime.
Pour l'anecdote, Alain Delon prendra le rôle qui devait être au départ tenu par Jean-Louis Trintignant. Alain Delon accepte de tourner ce film gratuitement, mais obtient de la part de Metro-Goldwyn-Mayer et de Jacques Barre 3 terrains d'exploitation pour le film. L'URSS, le Japon et le Brésil. Il reviendra de ces exploitations plein aux as et Jean Gabin sera étonnamment surpris. Mélodie en sous-sol sera toutefois le dernier film que Jean Gabin fera avec Jacques Barre, et ce film provoquera d'ailleurs une brouille entre Jean Gabin et Michel Audiard qui durera 5 ans. Alors que l'acteur était prévu pour tourner dans Les Tontons Flingueurs de Georges Lautner, ce sera finalement Lino Ventura qui endossera le rôle du truand Fernand Naudin, Jean Gabin s'étant désisté à la suite de la non-acceptation de ses exigences sur le tournage du film. J'ai des exigences, vous êtes libre de les accepter ou non. En 1963, ils fondent la société de production Gaffer aux côtés de Fernandel. Ils produiront ensemble leur unique production commune, L'Âge ingrat, toujours réalisé par Gilles Grangier. Le film obtiendra un succès relativement mitigé, mais ne permettra pas à Gabin d'abandonner sa carrière, fort heureusement. Gabin tourne pour la dernière fois sous la direction de Gilles Grangier dans Le Tonnerre de Dieu et sous la direction de Georges Lautner dans Le Pacha, où il retrouve Michel Audiard pour la dernière et ultime fois. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. C'est en 1969 que Henri Verneuil décide de frapper très fort. Il réunit l'affiche la plus prestigieuse du cinéma français, Alain Delon, Jean Gabin, Lino Ventura. C'est Le Clan des Siciliens, adapté d'un roman d'Auguste Le Breton, sur une musique et une bande-son originale extraordinaire, dirigée et composée par Ennio Morricone. Le film est un succès extraordinaire. Cette histoire de vol de bijoux sur fond de famille sicilienne passera également à la postérité. En 1971, Jean Gabin va tourner l'un des films les plus importants de sa carrière. Un film qu'il considérera comme le plus réussi de la période après-guerre, Le Chat. Toujours adapté d'un roman de Georges Simenon, romancier qu'il affectionnait particulièrement, il donnera là la réplique à l'une des plus grandes actrices du cinéma, Simone Signoret. Et puis d'abord, je veux plus jamais voir ce chat-là dans ma chambre. Dans notre chambre. Et sur mon lit. Mais ma parole, t'as la maladie de la persécution. C'est pas de sa faute, ta pauvre bête, si t'en veux au monde entier. Cette histoire d'un amour mort sur fond de changement social sera saluée par la critique et les deux acteurs obtiendront tous les deux un ours d'argent au Festival de Berlin. Gabin expliquera d'ailleurs à propos de ce film qu'il était très important car il y dénonce la construction de grands ensembles immobiliers comme il avait dû le faire par exemple dans le passé dans Rue des Prairies ou dans Mélodie en sous-sol. Il continue une collaboration avec Pierre Granier de Fer, notamment dans le film La Horse, dans lequel il joue un agriculteur désireux de protéger sa famille. C'est là qu'on voit d'ailleurs la terrible souffrance de n'avoir jamais été un agriculteur, chose qu'il aurait adoré faire. Jean Gabin va connaître un véritable tournant au milieu des années 1970, notamment en tournant L'Affaire Dominici, film inspiré de la célèbre affaire criminelle datant de 1952, et également de Deux hommes dans la ville de José Giovanni, où il retrouve pour une ultime fois Alain Delon. On m'a pris pour un cobaye. Moi j'étais sur la confiance et vous sur le calcul. Deux hommes dans la ville est un film très important, car il jette un regard très noir sur ce que sont les exécutions capitales, épisode autobiographique de José Giovanni. Rappelons pour l'anecdote que José Giovanni avait été lui-même condamné à la peine capitale à la fin des années 1940 et finalement gracié. Gabin y incarne un éducateur spécialisé dans la réinsertion des prisonniers. Il y voit en Alain Delon un fils spirituel. Et ce sera d'ailleurs un lien extrêmement réciproque. Le rôle que jouera Michel Bouquet, celui de l'inspecteur Boitreau, celui qui persécute le personnage, mènera tout droit Alain Delon à la peine capitale. Jean Gabin boucle cette épopée cinématographique et judiciaire en tournant Verdict d'André Cayatte en 1974 aux côtés de Sophia Loren. Il est alors pressenti pour tourner dans deux grosses productions américaines. Francis Ford Coppola avait pensé à lui pour jouer le rôle de Vito Corleone dans Le Parrain, mais malheureusement l'état de santé de Gabin ne lui permettra pas de tourner ce film. Sergio Leone avait également pensé à lui pour Il était une fois en Amérique. Pareil, il essuiera un refus. Jean Gabin reviendra à ses premières amours, la chanson, puisqu'il interprétera en 1974 la chanson écrite par Jean-Loup Dabadi, récemment disparu, Maintenant je sais. Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. 1975, c'est son dernier film. C'est l'année sainte de Jean Giraud. Il y joue un rôle aux côtés de Jean-Claude Brialy. Le film recevra un accueil extrêmement mitigé de la part du public et de la critique. Mais Jean Gabin connaîtra une ultime consécration en présentant pour la première fois en 1976 les Césars du cinéma français. Ce soir, pour la première année, on va remettre les récompenses du cinéma français, les Césars. Comme il se doit, je déclare la cérémonie ouverte.
Voilà. Il y retrouve pour une ultime fois son amour de jeunesse et sa grande amie, Michèle Morgan. Jean-Claude Brialy racontera avec beaucoup d'humour les 8 semaines qu'il a passées avec lui dans le film L'année sainte. Il remettra pour la première fois un César au premier film recevant cette récompense, Le vieux fusil de Robert Enrico, avec Philippe Noiret et Romy Schneider. Le 15 novembre 1976, malade et fatigué, Jean Gabin s'éteint à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine à l'âge de 72 ans. Avec la disparition de Jean Gabin, c'est 50 années de cinéma, 50 années de carrière qui se terminent. Jean Gabin était le grand patron du cinéma français. Incinéré, ses cendres sont jetées au large des côtes de Brest depuis un bateau militaire. C'est le seul acteur français, sur autorisation du président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, à recevoir les honneurs de la Marine nationale. Jean Gabin était considéré comme le plus grand des acteurs français. Il aura tourné avec tout le monde, Belmondo, Delon, Bernard Blier, Michel Morgan, Brigitte Bardot, Louis de Funès, Bourvil et bien d'autres acteurs encore. Jean Gabin, c'était 50 années de carrière, 50 années de chansons et 50 années de génie cinématographique. Regardez, tiens, il bouge même plus. Salaud de pauvre. Juste avant de vous quitter, je voudrais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager et surtout à vous abonner à notre chaîne ATECprod. Vous revivrez à chaque fois les destins de grandes personnalités du cinéma. Moi, je vais regarder un film de Gabin, je ne sais pas encore lequel. La Saint-Jean-d'Hiver, Les Grandes Familles, L'Âge ingrat. Il y en a tellement que je ne sais pas lequel je vais regarder. En attendant, je voudrais vous remercier. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Flashback Rétro. Coupé!